que tu as déjà essayé de demander à quelqu'un s'il sait ce que c'était que le cloud? Très souvent, tu vas avoir des réponses un peu hasardeuses. Moi, j'ai déjà entendu par exemple, ah ouais, le cloud là? Ah, c'est quand tu mets tes fichiers sur Google Drive là? Ah, bon, c'est pas exactement ça. Ça en fait partie. Mais en fait, il y en a beaucoup qui utilisent le cloud au quotidien sans savoir ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, je vais essayer de remettre les choses à plat. Qu'est-ce que le cloud et pourquoi ça a tout changé pour les ops? Parce qu'en effet, ça a vraiment changé l'ensemble de nos actions. Allez, vas-y, je t'explique. Donc en fait, le cloud, ça ressemble un peu à de l'hébergement comme on avait avant dans des data centers qui n'étaient pas à nous, chez des hébergeurs. En fait, c'est des serveurs, mais pas chez toi. En effet, à l'époque, on avait besoin de salles machines dans les entreprises, climatisées et tout ça, avec l'ensemble de nos VM. Et là, en fait, ces serveurs-là, ils sont pas chez toi. C'est pas toi qui les héberges. Donc ça signifie beaucoup de choses derrière. Donc ils sont mutualisés ou alors loués à la demande. Quand je dis mutualisé, par exemple, aujourd'hui, si tu veux une VM, c'est hébergé dans un ESX. Si tu as ton ESX chez toi, ça veut donc dire que tu vas dedans mutualiser tes VM pour toute ton entreprise. Par contre, si tu es dans le cloud, tu vas juste commander une VM. Et le SX, lui, il a d'autres VM d'autres entreprises, et c'est ton entreprise de cloud qui va, elle, gérer les accès de chacun. Donc après, c'est pas magique, hein. Ça reste de l'infra, ça reste des outils, ça reste des ressources. Il n'y a pas de magie derrière tout ça. Il ne faut pas croire que le cloud, c'est quelque chose qui est dans un nuage, comme on peut l'entendre. Non, c'est juste un terme. En réalité, il y a toujours des data centers derrière, il y a toujours du réseau, il y a toujours de l'infra. Le principal changement par rapport à avant, c'est que tu n'as plus besoin d'acheter tes machines, ou même de maintenir tes machines. J'expliquerai dans une prochaine vidéo la différence entre les différents types d'hébergement comme le SaaS, le IaaS et le PaaS. Aujourd'hui, je me focus juste sur le cloud. Donc, tu as différentes formes de cloud qui existent. Tu as le cloud public, comme Google GCP, ou comme Microsoft Azure, ou Amazon AWS. Tu vas avoir aussi le cloud privé, comme OpenStack ou VMware. Et certaines entreprises ont besoin de passer par du cloud hybride, notamment pour des questions de sécurité. Pour faire une petite analogie avec de l'immobilier, par exemple, le cloud public, c'est comme si tu louais un appartement. Donc toi, tu es là, tu loues ton appartement, il est meublé, il est tout prêt, tu n'as rien à gérer dedans. En conclusion, l'immeuble, il est partagé, donc tu as d'autres personnes qui habitent dans le même immeuble. Toi, tu as ton espace dédié, c'est ton appartement, il est déjà meublé, il a tout dedans. Et si tu as un problème, ne serait-ce que de robinet, de tuyauterie et tout ça, c'est pas toi qui le gère. Tu vas appeler le propriétaire et c'est lui qui va s'occuper de toute cette gestion-là. Pour le cloud privé, tu vas louer l'ensemble de l'immeuble ou alors la maison entière. Par exemple, on va prendre l'exemple sur une maison, tu loues une maison. Quand c'est du cloud privé, c'est ça. C'est-à-dire que l'ensemble de la maison, elle n'est accessible que par toi. Donc, autrement dit, c'est un peu plus cher, puisque il n'y a pas de mutualisation de l'espace. Donc, tu as toute la maison à toi. Donc, tu vas payer plus cher. Et tu vas devoir quand même gérer certaines choses à l'intérieur de la maison, puisque c'est à toi tout seul qu'elle est louée. Très souvent, tu vas devoir l'entretenir. Donc, ce cloud privé, il peut être géré de chez toi, ce qu'on appelle le on-prem, ou alors dans un data center. Après, ensuite, tu as la version cloud hybride. Là, c'est comme si tu avais d'un côté une maison et de l'autre côté un appart dans un immeuble. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Tu vas avoir des serveurs à toi pour les trucs sensibles et tu vas les mettre dans la maison. Ceux-là où il n'y a que toi qui as accès. Et derrière, tu vas mettre des trucs moins critiques dans l'appartement. Par contre, ça demande une plus grosse gestion. Forcément, il va falloir faire hyper attention entre les accès des différentes pièces et sur la sécurisation que tu mets derrière. C'est souvent un compromis quand tu as déjà un historique. Donc, on va parler maintenant des avantages et aussi des inconvénients, entre parenthèses. Donc, un des avantages, le premier, c'est la scalabilité. Donc, la scalabilité, c'est si tu as besoin de plus de ressources, de plus de VM, de plus de puissance de calcul, tu l'as tout de suite. C'est instantané. Puisque vu que toi, tu ne loues qu'une partie de l'ESX, si tu as besoin de davantage, bah, il suffit juste de multiplier les VM. Et au pire des cas, si jamais tu as besoin encore plus que ce qu'il y a dans les 6, pour toi, c'est transparent. Tes VM, elles seront commandées quelque part. Tu sais pas où, mais derrière, tu auras toujours la possibilité d'en avoir plus. Et quand on n'a pas besoin, hop, tu peux les éteindre très rapidement. Nous, on le fait en script, directement. Tu éteins tes VM la nuit, par exemple, quand on n'a pas besoin, histoire de payer moins cher, aussi pour l'écologie, puisque maintenant en France, il y a des normes par rapport à ça. Donc du coup, tu peux très bien garder tes VM allumées la journée pendant une utilisation, les éteindre la nuit,
Ou alors tu peux aussi passer par du Kubernetes, où là c'est carrément en fonction de l'utilisation en fait. Plus tu as une grosse utilisation, plus on va avoir de nœuds, et moins on a d'utilisation, moins on va avoir de nœuds. Donc il les monte et il les démonte en fonction de ton utilisation. Il y a un autre avantage aussi, c'est que tu vas avoir un paiement à l'usage. Donc le paiement à l'usage, par exemple, tu peux très bien provisionner un file share de 1 Tera, mais au final n'avoir besoin que de 100 gigas. Avant, tu aurais payé ton Tera. Aujourd'hui, tu vas payer que les 100 gigas. Pourquoi? Parce que le cloud, lui, tout ce que tu n'utilises pas, ça va être utilisé par quelqu'un d'autre. Il va optimiser les ressources. Donc, autrement dit, tu vas payer que à l'usage. Tu utilises 100 gigas, tu payes pour 100 gigas. C'est tout. Même si tu as provisionné, entre parenthèses, un espace de stockage de 1 Tera. Tu paieras pas ce Tera. Alors, maintenant, on va passer un peu du côté inconvénient. Donc, il faut faire très attention aux frais cachés. Il y a énormément de gens qui sont surpris quand la facture arrive par tous les frais cachés. Parce que par exemple, on oublie très souvent le réseau, alors que les frais de réseau, c'est important. Il y a beaucoup de choses qui transitent et si tu as mal organisé ton cloud et que tu as énormément de volume de données qui passent, par exemple d'un emplacement à un autre, ou alors si tu sors beaucoup de données avec des solutions en SaaS et tout ça, ça va derrière générer un gros coût. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres coûts cachés qui peuvent être détectés par la suite. Donc ça, il faut être très vigilant sur les coûts cachés. Et surtout, le cloud, ça nécessite une vraie gouvernance. Tu es obligé aujourd'hui d'avoir une équipe d'architectes qui vérifie la cohérence de ton cloud. Si derrière, c'est pas vérifié, bah, tu peux te retrouver avec tout et n'importe quoi, et puis même voir des trucs qui sont pas sécures en fait. Nous, on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, que certains composants avaient été commandés avec une case cochée qui, derrière, en fait, donnait accès potentiellement, tu vois, ouvrait un peu des choses sur l'extérieur. Donc, il faut vraiment que tu aies une équipe d'architectes qui mettent en place tout un suivi, en fait, automatisé dans le cloud des ressources et de comment elles doivent être gérées. De la même manière, tu dois faire en sorte que tout soit commandé par le même outil. Donc, par exemple, c'est là où intervient l'ingénieur DevOps, parce que c'est lui qui va faire les scripts pour commander l'infra. Ça peut être aussi du Terraform, mais derrière, là, si c'est du Terraform, ça veut dire que tout doit être géré automatiquement. En tout cas, tu dois quand même être hyper vigilant sur l'organisation de ton cloud. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour les ops? Ça change tout, en fait. Bon, il y a moins de câbles, c'est sûr, il y a beaucoup plus de scripts. Donc, terminer d'utiliser des câbles, terminer d'aller raquer ta carte réseau, terminer tout ce truc-là, c'est terminé. On ne fait plus ça, en fait. Aujourd'hui, tout passe par des scripts. Et c'est donc pour ça que l'approche, maintenant, elle devient DevOps. Elle devient DevOps parce que toute ton infra, elle va être commandée à travers les pipelines que tu vas avoir créés. Quelqu'un a besoin d'une nouvelle VM? Bah, hop, on lance directement un pipeline. Ok, il a mis quoi comme paramètre dedans? Nous, par exemple, c'est avec un YAML, tu lui dis, j'ai besoin de tant de CPU, tant de mémoire, tant de machin, tant de trucs. Hop, ça y est, la VM, le nom, l'emplacement, et hop, ça y est, la VM, elle est commandée. Elle est là, elle est présente, elle est disponible. Et donc, on automatise tout, puisque les règles de sécurité, elles vont être implémentées comme ça qu'une seule fois, au niveau du script qui va permettre de commander la VM. Pareil pour tous les équipements, hein. Tous les équipements, tu peux derrière mettre une espèce de modèle sur ta partie CI/CD. Et du coup, tu es sûr qu'au moment où tu vas commander un élément dans le cloud, ça peut être du stockage, ça peut être l'équivalent d'un NAS, ça peut être une VM, peu importe sa taille. Derrière, tu as déjà entré le modèle tel qu'il a été vu avec les architectes et avec les équipes sécurité. Au moins, tu es sûr de ne pas commander une VM qui peut être soit obsolète, soit pas sécure. Donc tout ça, c'est vraiment une approche DevOps de la partie infrastructure. Tu vas avoir en effet aussi le monitoring cloud natif, qui est donc la supervision directement incluse dans ton cloud. Donc ça, c'est hyper pratique, hein, puisque tu as déjà un premier niveau de supervision. C'est au-delà des Nagios et tout outil de supervision, Zabbix et tout ça. C'est vraiment de la supervision dans le cloud. Tu as directement des logs de tout ce qui se passe au niveau infra. Ça te permet vraiment de bien suivre ou vraiment de bien être alerté si jamais tu as un souci ou une VM qui n'est pas démarrée et tout ça. Tu peux directement tout savoir avec cette gestion des logs. Et bien sûr, il y a toute la partie automatisation. Donc là, j'en parlais juste avant. La partie automatisation, c'est aussi bien via les CI/CD que la partie automatisation que tu vas faire dans le cloud. Il y a moyen d'avoir des chaînes d'ordonnancement, enfin l'équivalent de chaînes d'ordonnancement avec des outils du cloud. Après, ça dépend des entreprises.
Certaines préfèrent passer tout par leur ordonnanceur. D'autres vont aussi passer à travers des outils d'ordonnancement, des jobs directement lancés dans le cloud. Donc en gros, le cloud, c'est quoi? C'est pas juste un buzzword, c'est vraiment un changement de paradigme pour nous. Ça nous change tout. Et donc c'est pour ça qu'il y a une vraie opportunité là-dessus, puisque si tu es prêt à te former, si tu es prêt à apprendre, si tu es prêt à évoluer, alors il y a des postes encore disponibles. Il y a encore du travail à faire et il y a surtout, ça évolue constamment. Donc ceux qui maîtrisent le cloud aujourd'hui, vraiment je parle de maîtriser. Donc il n'y a pas que les formations, il y a aussi la pratique, hein, puisque moi vous savez, je préfère toujours la pratique à la formation. La formation c'est vraiment une petite partie. Derrière, si tu pratiques pas, c'est sûr, tu vas tout oublier et puis tu vas pas savoir quoi faire. Mais ceux qui sont vraiment à jour, ceux qui savent comment fonctionne le cloud, ils ont vraiment de l'or entre leurs mains, puisque c'est utilisé de plus en plus et partout. Donc autrement dit, si derrière sur ton CV, tu es un cloud expert ou vraiment tu as bossé avec le cloud et tu connais, forcément tu vas être une ressource rare que les entreprises vont vouloir avoir chez elles. Donc la prochaine étape, la prochaine vidéo, là ce sera sur le PaaS, le SaaS, le IaaS. J'essaie de préparer ça rapidement, mais en ce moment, je vous avoue, au boulot, comme j'ai beaucoup de migration, j'ai beaucoup de taf, du coup, ouais, j'essaie de faire les vidéos une par semaine, mais voilà, il se peut que j'ai un petit peu de retard parfois, ça peut arriver. En tout cas, si toi, ça t'a appris des choses sur le cloud, ou si tu as des autres questions sur le cloud, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et surtout, si tu as kiffé la vidéo, mets un pouce, abonne-toi, il y en a d'autres qui arrivent. Je vais essayer de démocratiser un peu tout ce qui est côté Ops, pour que derrière, tu puisses te faire des augmentations de revenus et puis des augmentations de responsabilités, et puis que tu retrouves du goût en travaillant dans l'IT, puisque peut-être petit à petit, au fur et à mesure des années, on perd un peu cette passion qu'on va avoir avec l'informatique quand on bosse pour une entreprise, puisque c'est très souvent des tâches récurrentes. Donc, n'hésite pas à me suivre, n'hésite pas à mettre un pouce. Ça va m'aider parce que voilà, je viens de lancer la chaîne, donc c'est encore tout neuf. Et surtout, je te dis à très vite.